Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler du trouble dissociatif de l'identité. Probablement que vous ne connaissez pas ce nom-là, mais on appelle ça aussi souvent le trouble de personnalité multiple. C'est une maladie qui touche uniquement 1 à 3 % de la population. En fait, c'est quoi ça? C'est les gens qui vont présenter deux personnalités ou plus. Ces personnalités-là vont être visibles, ils vont être perceptibles à différents moments. Donc, à un certain moment, moi en ce moment, je m'appelle Samuel 20 ans. Mais à un autre moment précis de ma vie, à certaines situations, je pourrais m'appeler soudainement Anne et j'ai 12 ans. Et je le croirais. La seule chose qui ne changera pas, ça va être mon apparence physique. Mais tout le reste à l'intérieur va changer. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que les personnalités vont faire surface uniquement, pour la plupart des gens, à des moments précis. Donc, dans une situation normale de tous les jours, les personnes atteintes du TDI, donc, ils vont avoir ce qu'on appelle leur personnalité primaire. Chacune de ces identités vont faire surface à certains moments précis. C'est pourquoi un tel moment va être un moment précis. Par exemple, je suis dans la vie de tous les jours, en ce moment, je vais être Samuel 20 ans, mais si je rentre chez moi, pourquoi je vais devenir Anne 12 ans? Eh bien, il faut savoir que le trouble de personnalité multiple, c'est une sorte de mécanisme de défense en réponse à certains traumatismes vécus en bas âge. Et il faut savoir que ces traumatismes-là, quand tu n'es pas en mesure de t'en échapper physiquement, que tu es contraint de le vivre, c'est possible que tu développes à ce moment-là un trouble de personnalité multiple. En fait, par exemple, si un enfant de 5 ans est couché le soir et, mettons, puis il y a un adulte qui rentre dans sa chambre et il y a une agression sexuelle qui est vécue par l'enfant, effectivement, ce ne sera pas possible pour lui de l'échapper physiquement et c'est à ce moment-là que le trouble va se développer. L'identité qui va vivre le traumatisme, donc dans ce cas-ci, le viol, eh bien, on va associer les émotions vécues par la personne à cette identité-là. En fait, on va dire que ces gens-là vont avoir un répertoire affectif restreint parce que chaque fois qu'ils vont vivre certaines émotions, ils vont vivre une altération de personnalité. C'est-à-dire que si je vis du stress, c'est une de mes personnalités qui va survenir. Puis il faut savoir que chacune des personnalités, y compris la personnalité autre, ont leurs propres émotions et ont leur propre façon de penser, etc. Maintenant, il faut aussi savoir comment reconnaître les symptômes qui sont propres à la maladie. Donc, par exemple, les gens peuvent avoir des trous de mémoire. En fait, tout le monde a des trous de mémoire, mais c'est les trous de mémoire qui vont être naturellement répétitifs. Les gens peuvent vivre de l'amnésie et ils peuvent même vivre ce qu'on appelle des mini-fugues. Une mini-fugue, c'est, admettons, vous allez prendre un café en quelque part, et soudainement, vous allez vous réveiller, entre guillemets, et vous êtes dans un parc. En fait, c'est que vous allez avoir changé d'endroit sans vous en rendre compte. Aussi, les gens peuvent vivre ce qu'on appelle une dépersonnalisation. Donc, en fait, ils vont avoir l'impression de vivre dans un rêve, ils vont avoir l'impression un peu d'être spectateurs au premier plan, si on veut, de leur vie. On retrouve également les symptômes d'intrusion. Les symptômes d'intrusion peuvent parvenir à la personne en images, peuvent parvenir en son, en pensée, etc. Ça va toujours faire référence à la situation, au moment, à l'événement stressant qui a été vécu par la personne. Donc, tantôt on parlait du viol. Alors, si la personne a un symptôme d'intrusion par pensée, eh bien, elle va constamment penser à l'événement, elle va probablement y rêver. Si c'est par son, elle peut l'entendre. Si c'est par image, elle peut le revoir lorsqu'elle se ferme les yeux ou des choses comme ça. Il y a les contacts intérieurs. En fait, ça, c'est des voix qui sont à l'intérieur de toi et ils vont te dire comment agir, comment penser, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle avoir des talents inexpliqués. En fait, c'est par exemple, vous avez un cours d'espagnol, puis à votre connaissance, vous n'avez jamais suivi le cours d'espagnol, mais la prof parle de façon fluide, puis vous comprenez absolument tout ce qu'elle dit. Et en fait, c'est probablement parce qu'il y a une de vos personnalités qui a déjà eu des cours d'espagnol. Il y a aussi ce qu'on appelle retrouver des objets inconnus. Donc, admettons, vous vous levez un matin puis vous venez pour vous habiller. Eh bien, le linge qui va se trouver dans votre garde-robe, vous allez avoir aucune idée vient d'où. Vous n'allez pas avoir de souvenir où vous l'avez acheté, etc. Également, si vous marchez dans la rue, vous pouvez vous faire appeler par un autre prénom. Si vous étiez sur une altération de votre personnalité, puis vous avez connu des gens à ce moment-là, probablement que vous êtes présenté sous le nom de cette altération-là. Alors, si vous les croisez dans la rue une autre fois, puis vous n'êtes pas sur cette même personnalité-là, ils vont probablement vous appeler pas du nom auquel, à ce moment-là, vous pensez vous appeler. Pour finir, les gens peuvent éprouver
des absences, ils peuvent avoir des comportements surprenants. Donc, pendant un souper, si une personne est calme, elle peut être soudainement très agressive pour aucune raison explicable. Et finalement, on peut retrouver des blessures physiques inexpliquées chez les gens. Donc, par exemple, vous vous réveillez un matin, vous avez une ecchymose sur la cuisse, sur le bras, puis vous n'avez aucune idée de la provenance. Vous ne savez même pas comment vous faites ça. Au niveau des conséquences, chez les gens qui possèdent un TDI, on va souvent remarquer de la dépression, on peut remarquer également un trouble d'anxiété. On va même remarquer chez certains un état de stress post-traumatique. Donc, ils vont être choqués en état de stress, tremblement, etc. Et les personnes ayant un TDI sont plus enclins à adopter des comportements dits abusifs ou même des comportements qui vont être négligents envers leur entourage, envers autrui. Les personnalités qui sont les plus simples à reconnaître sont celles de type enfant. Pour commencer, on peut reconnaître la personnalité du persécuteur. C'est une identité adolescente qui est antisociale, qui a des comportements destructeurs et qui peut même se mutiler. Pour continuer, il y a aussi le type protecteur. Dans le fond, le protecteur, son âge est souvent proche de l'âge du corps de la personne. Il peut soit être calme et mature ou infidèle et agressif. Il y a aussi l'observateur. Dans le fond, lui, il joue comme un témoin dans la vie de toutes les identités. Il garde la mémoire de tout le monde, mais par contre, lui, il vit aucune émotion qui a été vécue par les différentes identités. Pour finir, il y a aussi l'alter ego de la personne, dans le fond, l'identité haute. Cette personne-là va vivre tous les abus, les sentiments de peur, c'est elle qui va l'avoir. Par contre, elle ne fera pas la différence entre le présent et le passé. Maintenant, pour les traitements, il existe deux types de traitements principaux. Il y a la psychothérapie et l'hypnose. L'utilisation de la psychothérapie, c'est principalement d'essayer d'intégrer toutes les personnalités de la personne en une seule. Cependant, ce n'est pas toujours possible selon le cas. Il y a des gens qui répondront pas bien à la psychothérapie. Dans ce cas-là, on va essayer de créer une sorte de cohabitation entre les personnalités pour que la personne puisse avoir une vie un peu plus normale, pour que les personnalités entre eux interagissent de façon normale. On pourrait penser que le traitement médicamenteux pourrait être efficace, pourrait être utile contre le TDI, mais pas vraiment, parce qu'en fait, ça serait uniquement utile contre la dépression et l'anxiété, qui sont des symptômes causés par le TDI. La psychothérapie va être, dans la plupart des cas, va être longue et va être émotionnellement douloureuse. Les gens peuvent même faire une sorte de crise émotionnelle due au fait que pendant la psychothérapie, ils vont devoir se remémorer tous les événements douloureux, les événements traumatisants. Et il y a aussi l'agissement des différentes identités, que pendant qu'on se remémore ces événements-là, il va y avoir un switch qui peut se faire et ça va faire en sorte que ça va compliquer la vie émotionnelle de la personne à ce moment-là. Il y a des gens qui trouvent ça tellement difficile qui vont nécessiter une ou même plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Et la douleur est tellement grande que la douleur émotionnelle, que les gens qui travaillent à cet hôpital-là vont devoir la surveiller et faire un suivi qui est constant. Une bonne psychothérapie pour traiter le trouble de l'identité va tout d'abord fournir un moyen à la personne de contrôler les émotions intenses. Ça va travailler contre les souvenirs traumatiques, puis ça va aussi protéger contre les futurs traumatismes. On va tenter de négocier les rapports entre les différentes identités. Et finalement, on va établir et on va tenter de renforcer une bonne relation entre le patient et le psychothérapeute. Maintenant, pour ce qui est de l'hypnose, on utilise souvent celle-ci pour calmer la personne face à une certaine situation, ou même on va l'utiliser pour la désensibiliser face à un traumatisme qu'elle peut avoir vécu, pour l'aider à affronter la situation pendant la psychothérapie lorsqu'on remémore tous les événements. Parfois, on va même utiliser l'hypnose pour faciliter l'accession à ces différentes personnalités. Donc la personne va pouvoir un peu contrôler lorsqu'elle change d'identité, etc. Et ça va même faciliter la communication entre toutes ces identités. Parfois, on va utiliser ce qu'on appelle le traitement par phase, qui consiste en 3 phases. Faut savoir que ce traitement-là consiste à aider à ralentir un peu la thérapie, puis ça va, en fait, c'est comme une sorte de sécurité. Ça va permettre au client d'éviter une retraumatisation. Puis lorsqu'il passe la phase 1, on passe à la phase 2, puis ainsi de suite jusqu'à la phase 3. Et il faut savoir qu'il y a même des personnes qui ne seront jamais prêtes de leur vie à aller à la phase 2, qui seront juste pas prêtes.
Et il y en a qui vont être à la phase 2 et on va devoir revenir à la phase 1 et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tranquillement pour éviter de rempirer le client dans une quelconque situation. La phase numéro 1 consiste à vraiment stabiliser la vie réelle de la personne. Donc, tout ce qui concerne ses relations, tout ce qui concerne son emploi, tout ce qui concerne son habitat, etc. On va vraiment essayer de venir stabiliser le tout pour qu'elle ait une vie normale. Aussi, on va vraiment tenter de désamorcer tout comportement qui peut être soit hétéro ou autodestructeur. Puis on va travailler sur les artères avec ce qu'on appelle les 5C. Il y a la connaissance, il y a la compréhension des identités, il y a la communication, il y a la co-conscience et finalement il y a la coopération. La phase 2 consiste à l'abréaction et au travail de deuil. Donc l'abréaction, ça consiste à revivre un événement qui va avoir été traumatisant, le revivre de façon convenable, donc bien le vivre. Dans ce cas-ci, si la personne a vécu un traumatisme, elle va probablement revivre l'événement traumatisant avec son thérapeute. Puis s'ensuit le travail de deuil. Donc on va essayer de digérer, si on veut, l'événement. Pour la phase numéro 3, on va tenter d'intégrer les artères à la personne pour se diriger vers une thérapie plus normale. Donc, le thérapeute va commencer avec une intégration des artères qui sont similaires à la personne, puis il va y aller progressivement. Et plus la personne va avoir intégré ces artères, plus elle va se diriger vers une personne normale. Et plus cette personne sera normale, entre guillemets, eh bien, plus la thérapie deviendra normale. Lorsque la personne est en thérapie, elle peut avoir l'air absente ailleurs et ses réponses ne comportent aucun développement. La personne cherche à cacher ses confusions face à ses absences. De plus, les spécialistes peuvent observer des transitions entre différents changements d'état, comme un discours interrompu, un geste brutal ou un changement anormal de la voix. Même si on pense qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les voix que les schizophrènes entendent et ceux que les TDI entendent, il y a plusieurs différences. Comme par exemple, le nombre de voix que les schizophrènes entendent est déterminé, tandis que celui des TDI est très précis. Pour l'âge, c'est un peu dans le même optique. Le sexe des voix des schizophrènes va être vague, tandis que celui du TDI va être très précis. Pour ce qui est de l'âge des voix, chez les schizophrènes, elle va être non déterminée et surtout des voix adultes, tandis que chez les personnes atteintes de troubles de personnalité multiples, ça va être déterminé soit des voix adultes ou enfants. Les voix que les personnes schizophrènes vont entendre vont être surtout impératives et dénigrantes, tandis que les personnes atteintes du trouble de personnalité multiple vont surtout entendre des voix informatives, soutenantes et de thèmes très variés. La provenance des voix des schizophrènes vient souvent de l'extérieur, tandis que ceux atteints du trouble vont être de l'intérieur. Les personnes atteintes de schizophrénie ne vont pas entretenir une conversation avec les voix, tandis que ceux atteints de TDI vont avoir une conversation assez concrète et normale avec les voix.